bienvenue dans ce 12e épisode de Psychologie Comptoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes dessins animés Disney préférés. Car oui, même si mon film d'animation préféré est et reste L'Âge de Glace 3, Disney a fait partie de mon enfance bien plus que d'autres studios d'animation. J'ai regardé certaines cassettes tellement qu'elles sont rayées. Et parmi ces cassettes rayées, on trouve celle que nous allons analyser aujourd'hui, Robin des Bois. Robin des Bois est un dessin animé de Disney sorti en 1973 et réalisé par Wolfgang Reitherman. Inspiré de la légende de Robin des Bois et du roman de Renard, tous deux issus de la culture médiévale française et anglaise, le film parle de Robin et de son ami Petit Jean qui dédient leur vie à voler aux riches pour donner aux pauvres. Ou plutôt de reprendre aux riches ce qu'ils ont pris aux pauvres. En pillant le prince Jean qui a pris le contrôle du royaume, il s'attire ses foudres qui s'acharnent sur le village de Nottingham. Robin va devoir faire preuve de ruse pour sauver le village des griffes de ce dernier, mais aussi de son sous-fifre, le shérif. Tous les personnages sont représentés par différents types d'animaux séparés en deux catégories, les habitants de la ville et ceux de l'extérieur issus du royaume. Et évidemment, vous me connaissez, quand j'ai remarqué ça, je n'ai pas pu m'empêcher de décortiquer les personnages avec un scalpel. À commencer par notre héros, Robin. Bien évidemment, mon analyse a commencé à partir du moment où j'ai remarqué par quel animal était représenté le personnage, à savoir le renard. Comme vous le savez sans doute, le renard est un animal reconnu pour sa ruse, peu importe la culture dans laquelle on le retrouve. Robin étant une personne qui utilise la ruse pour usurper les riches et les dépouiller, il fallait donc un animal réputé pour son espièglerie et son vol, mais aussi un animal apprécié du grand public car ils sont trop mignons. Et une fois qu'on décortique Robin, on se rend compte qu'il n'est pas le seul à avoir une signification particulière par rapport aux personnages qu'il représente. En conséquence, nous allons analyser en détail la composition des personnages, notamment certains d'entre eux. Mais déjà, l'environnement. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons deux catégories de personnages. D'un côté, nous avons les locaux, les habitants de Nottingham et sa campagne. En parlant de campagne, avez-vous remarqué que les animaux de la ville sont représentés par des animaux de la campagne ? En effet, si on regarde attentivement, les animaux de Nottingham sont principalement des animaux issus de la campagne et ou des forêts. Que ce soit les animaux domestiques comme le chien, la poule, le coq ou sauvages comme le blaireau, le raton laveur ou encore l'ours, on est face à des animaux qu'on retrouve dans les régions européennes. Dans cet esprit, chaque animal est ramené à une caractéristique physique ou psychologique à laquelle on l'associe. En fonction de la psychologie du personnage, on va lui associer un animal qui va le représenter. Et même si actuellement on parle des animaux de la campagne, ça sera le cas aussi pour notre deuxième catégorie. Par exemple, c'est le cas de deux animaux bien communs de la ferme, le coq dans le rôle du ménestrel et la poule dans celui de Dame Gertrude. Bon, je pense qu'il est inutile de détailler énormément ces deux personnages, mais bien entendu, il est évident que le coq a été choisi pour sa qualité de chanteur et la poule pour sa qualité maternelle, une qualité que l'on retrouve particulièrement à l'égard de Belle Marianne. Pour chaque personnage, un aspect psychologique se reflète dans son apparence comme Dame Gertrude ou le ménestrel. Ensuite, on peut coupler un trait psychologique de l'animal avec un trait symbolique, comme c'est le cas de notre cher shérif de Nottingham. Le shérif est représenté par le loup, mais ce n'est pas le seul. Tous les gardes du village sont représentés par les loups, qui sont des prédateurs en meute. Cependant, le shérif n'a pas la même apparence que les gardes. On le représente grand, massif, mais surtout avec un gros ventre. Le gros ventre, particulièrement un ventre tombant, peut représenter négativement la richesse et l'opulence dont bénéficie la personne. On retrouve ça dans diverses œuvres dans différents médiums, que ce soit le jeu vidéo, le cinéma ou encore les arts plastiques. De cette manière, le shérif est à la fois une menace de par son espèce et sa carrure, mais aussi une représentation de l'opulence excessive du royaume sous la coupe du prince Jean, sur lequel nous reviendrons plus tard. Puis, on a la représentation purement symbolique que l'on retrouve à travers Frère Toc, le blaireau, pas dans le sens figuratif, un animal symbolisant le courage, la détermination, la protection, mais aussi le sang chaud, ce qui explique la réaction impulsive mais protectrice du moine quand le shérif entre dans son église. La diversité de la faune des campagnes européennes, qu'elles soient domestiques ou sauvages, propose un vaste panel d'animaux pour représenter les personnages et leurs intentions. Cependant, ces animaux de la campagne ne représentent que les habitants de Nottingham, contrairement à la royauté. Les personnages issus du royaume, et donc par conséquent de l'extérieur de Nottingham, sont représentés par des animaux exotiques peu communs à la faune européenne. Les crocodiles, les éléphants, les vautours, les serpents, etc. Encore une fois, le choix de chaque animal n'est pas anodin en fonction de leur fonction au sein du récit. Les éléphants sont les trompettistes qui annoncent l'arrivée du roi, les rhinocéros sont les gardes et chargent sur leurs ennemis, les vautours sont en charge des pendaisons. D'ailleurs, en parlant d'eux, petite digression. Pandare et Nigdouille sont les deux vautours de la fiction. En bon charognard, on les retrouve au plus près de la mort, comme celui du Thanatopracteur dans la série Lucky Luke.
Ils sont de mauvais présages et les voir à côté de la potence qui pendra frère Toc est un signe que Robin doit intervenir. Pandar et Nick Douille sont une représentation typique des duos que l'on retrouve depuis Laurel et Hardy, avec un personnage sérieux mais tourné en ridicule par les situations comiques de l'histoire, et de l'autre un personnage un peu béné qui fait bourde sur bourde. Voilà, je n'avais pas plus à ajouter mais j'avais envie de faire une petite remarque. On ferme la parenthèse. Du coup, on a ces deux catégories de représentation animale pour chaque région d'où viennent les personnages. Et qui de mieux pour gouverner ce monde des animaux que le roi des animaux lui-même, le lion. Ici, il y avait deux raisons pour représenter Richard et Jean comme des lions. La première, comme je le disais, c'est parce que le lion est considéré comme le roi des animaux. Et la deuxième, bien entendu, est la référence historique à Richard Ier, ancien roi d'Angleterre, qui portait aussi le surnom de Richard Cœur de Lion. Du coup, Jean étant son frère, il est de la même espèce. Mais cela ne s'arrête pas là. Le prince Jean occupe la totalité du film, laissant la place à Richard Ier lors des dernières minutes du dessin animé. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Prince Jean n'a pas de crinière. La crinière est un symbole puisque c'est elle et les qualités du lion qui lui donnent le titre de roi des animaux. Ce n'est pas un hasard que Jean n'ait pas de crinière, il est privé de fierté, de respect et, sans, il paraît moins imposant, élégant et fier que Richard. C'est cette absence de crinière qui l'empêche de garder la couronne de son frère sur sa tête sans qu'il ait à baisser les oreilles. Richard est massif, imposant et les vêtements qu'il porte sont à sa taille, contrairement au prince Jean. Tous ces détails participent au ridicule du personnage qui, affublé d'une personnalité enfantine, se retrouve constamment humilié, notamment par le personnage de Robin des Bois. Cependant, il reste un lion puissant, un prédateur. C'est pourquoi il est tout autant représenté comme humilié, mais aussi comme un personnage de pouvoir, une menace qui peut mettre en danger les habitants de Nottingham. Robin des Bois est riche en construction en termes d'apparence et d'association psychologique, mais bien entendu ce n'est pas le seul. Beaucoup de dessins animés, que ce soit chez Disney ou dans d'autres studios de production, utilisent les animaux pour raconter des histoires et, encore une fois, en fonction de l'intention du réalisateur ou du scénariste, la sélection des animaux pour illustrer l'histoire va dépendre. C'est le cas de Zootopie. Zootopie est un film réalisé par Rich Moore et Byron Howard en 2016, racontant l'histoire de Judy Hopps, une lapine de Lapinville qui rêve de devenir flic. Quand elle y arrive, elle rejoint le commissariat de Zootopie et se retrouve à enquêter sur la disparition d'Emmett Otterton aux côtés d'un renard nommé Nick Wilde. Comme Robin des Bois, les animaux sont divisés en deux catégories, cette fois-ci les prédateurs et les proies. Cependant, à l'inverse de Robin des Bois où on choisit les animaux pour illustrer le récit, Zootopie dépend de ces animaux pour raconter son histoire. Je m'explique. Malgré la vision progressiste de Zootopie, chaque animal est guidé par les clichés que représente son espèce. Les lapins sont en bas de la chaîne alimentaire, les renards sont menteurs et vicieux, les paresseux sont lents, le lion est toujours roi des animaux, etc. etc. Judy est représentée par le lapin, elle veut prouver que l'on n'est pas défini par sa race, tandis que Nick est persuadé qu'on ne peut pas changer sa nature tant que les autres sont bourrés de préjugés. Et d'une certaine manière, les deux ont raison. De par l'enquête, l'un et l'autre vont enrichir la culture et le respect de l'un envers l'autre, les poussant à voir au-delà de leurs préjugés. D'un côté, Judy va donner confiance à Nick et le pousser à voir qu'il peut être ce qu'il a envie d'être, de l'autre, Nick va prouver que tout cela dépend aussi de la vision que les autres ont de vous. En effet, Nick n'est pas obligé d'être un voleur mesquin car les gens n'arrivent pas à voir au-delà de son espèce, mais c'est sa ruse et son espièglerie qui permettront à l'enquête d'avancer. Judy n'est pas obligée de suivre la voie de tous les lapins en devenant planteuse de carottes et utilise ses capacités de lapin pour prouver qu'elle peut devenir flic, mais tant que les autres ne la verront que comme une lapine, jamais on ne la prendra au sérieux. Le but du récit est d'évoluer vers une acceptation de chacun pour ce qu'il est et ses envies, de se faire confiance et d'aller au-delà des clichés. Même s'il y a une certaine importance à ce que Judy soit un lapin et Nick un renard, notamment dans l'importance de relations de confiance qui se tissent entre le prédateur et la proie naturelle, Judy aurait pu être n'importe quel autre petit animal et Nick un autre prédateur que l'histoire aurait pu fonctionner. L'important était d'avoir un animal suffisamment grand pour sauver la ville mais suffisamment petit pour qu'on ne lui fasse pas confiance dans son rôle, et de l'autre un prédateur dont on est méfiant de par sa réputation. Dans les deux cas, chacun devra prouver qu'il est bien plus que ce que l'on voit de son espèce. Judy doit être ingénieuse et travailler 2 fois plus dur que les autres pour prouver qu'elle peut être flic. Quant à Nick, il doit prouver plus que les autres qu'on peut lui faire confiance. La seule différence est que les traumatismes qu'il a vécus dans son enfance l'ont poussé à penser que ce n'était pas nécessaire de faire des efforts tant que les autres n'en faisaient pas. C'est typiquement un cas de faux vilain, un personnage positif à la base qui se retrouve mal entouré ou abandonné lors d'un moment de faiblesse. Si Judy et Nick avaient été enfants à la même période dans la même ville, elle aurait pu lui redonner confiance en lui comme elle le fait aujourd'hui. A l'inverse, si le petit Nick Scout avait été l'exemple de renard qu'avait eu Judy dans sa jeunesse, elle aurait pu croire en la bonté des renards bien avant l'enquête. Cette dynamique, on la retrouve dans une œuvre d'animation japonaise nommée Beastar. Tout comme Zootopie, les élèves de cette école vivent en harmonie entre les carnivores et les herbivores.
Malgré tout, les clichés persistent et chacun doit faire plus d'efforts pour prouver qu'il est plus que son espèce. Mais tout comme Zootopie, l'école sera entachée d'un crime commis par un prédateur envers une proie, ce qui remet en question la possibilité d'un monde en paix entre les deux espèces. Même si Jodie se dit ouverte d'esprit, elle est guidée par ce qu'elle voit mais aussi par ses a priori, ce qui va la pousser à avoir des mots maladroits à l'écart des prédateurs et va pousser les proies à se méfier d'eux. Dans l'autre situation, on est face à un meurtre d'un herbivore apprécié de tous et tout porte à croire que le crime est commis par un prédateur. Dans les deux cas, on essaye de montrer comment la dynamique entre deux clans peut changer quand une personne influente s'exprime ou quand quelque chose de grave se produit. Les clichés refont surface ici que les prédateurs sont une menace constante qui peut revenir à son instinct primal à tout instant. C'est grâce à une amitié atypique entre une proie et un prédateur, mais aussi la volonté de déterrer la vérité qui va permettre de retourner à cette paix qui subsistait avant les drames. Cette amitié n'est pas facile car elle nécessite beaucoup d'efforts de chaque côté, que ce soit sur eux-mêmes ou les uns envers les autres. L'intention de l'histoire est de montrer que l'on peut être ce que l'on veut au dépit des apparences et que les clichés peuvent être source de discrimination et de mésentente. Je vais conclure en résumant un peu l'idée. Choisir des animaux pour illustrer son propos, c'est une métaphore récurrente, que ce soit dans un monde totalement animal ou non. Ce qui distingue Robin des Bois de Zootopie ou de Beastars, c'est bien entendu le but. Est-ce qu'on est là pour conter une histoire que l'on image avec des animaux en fonction de la personnalité des personnages, ou souhaite-t-on passer un message de par l'évolution d'un animal en particulier dans un contexte ? Dans tous les cas, le choix de l'animal est essentiel et demande une certaine connaissance de la faune, mais aussi de la culture où sera diffusée une œuvre. Un message peut être manqué si le personnage est représenté par un animal trop spécifique ou peu connu du monde. Il peut aussi être interprété différemment en fonction du symbolisme de l'animal à l'étranger. En fait, c'est pas si simple de mettre des animaux dans une fiction. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les histoires d'animaux, j'espère que cela vous aura plu. Gardez en tête qu'il s'agit d'une analyse subjective, mais aussi que ces codes ne sont pas forcément valables d'une fiction à une autre. Ils dépendent à la fois de l'intention du réalisateur, de l'histoire qui est racontée, mais aussi des symboles du pays où a été écrit et produit l'œuvre. N'hésitez donc pas à laisser un commentaire pour donner votre opinion ou partager vos connaissances autour de la représentation des animaux au sein de l'art. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye bye!